évidemment, nous sommes dans des conditions un peu particulières aujourd'hui, dans une période particulièrement troublée, et donc un des grands mots est répété de tous côtés, est celui de crise. Bon, c'est évidemment pas de celle-là que nous allons parler, mais en tout cas, elle doit nous aider, elle doit affûter nos esprits pour nous aider à aborder, si possible à comprendre, une autre crise bien plus lointaine qui remonte tout simplement à largement un siècle en arrière, c'est-à-dire donc celle du tournant du 19e au 20e siècle. Bon, sur cette crise globale en Europe, je ne m'étendrai pas beaucoup. Je laisse plutôt aux historiens, aux sociologues, aux analystes en tout genre le soin de nous rappeler les raisons, les conditions, les grands facteurs de tension de cette époque. Ce qui va nous occuper beaucoup plus, c'est la crise telle qu'elle se reflète dans un des grands domaines de l'art, c'est la crise dans le roman. Bon, essayons de comprendre, hein, je vais être extrêmement schématique, et je m'en excuse. Et, au fond, qu'est-ce qu'on doit penser du roman en tant que genre, en tant qu'expression d'un désir, d'un climat social, à travers le roman, à la fin du XIXe siècle, s'exprime, s'expose, se traite et essaye peut-être de se résoudre une immense crise de la subjectivité européenne. Si on se reporte un petit peu plutôt aux origines du roman, si je remonte encore, mettons, un bon siècle en arrière, je vois que l'essor du roman, disons vers la fin du XVIIIe siècle, il est contemporain, il est porté par par une destinée individuelle, hein, qui cherche à s'affirmer dans son milieu, dans sa culture, dans sa société. C'est le cas principalement pour les romans de Goethe jusqu'à Balzac. En somme, il faut considérer le roman comme ce genre d'écriture, ou disons cette forme d'art, qui s'émancipe d'une expression collective et qui choisit de prendre pour objet une destinée individuelle. Et on pourrait dire que, disons, jusque vers Flaubert, tout simplement, le roman décrit l'affirmation, l'ascension d'un individu au sein de son milieu. C'est par exemple, bien sûr, vous savez, cette fameuse conclusion d'un roman de Balzac, c'est le jeune Rastignac. Suivez mon regard, je ne pense à personne. Jeune Rastignac qui dit à nous deux, Paris. Bon. À partir des romans de Flaubert, eh bien, tout simplement, les choses
vont aller en sens, comment dire, c'était une apogée, et l'on va vers le déclin de cette affirmation d'un héros personnel. Bon. Je ne dis rien là de très personnel. Hein. Pensons à ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Tiens, comment présenter le tableau général? Là, je pense notamment à tous les grands écrits des critiques de l'école marxiste. Je pense, par exemple, disons, de tous les marxiens plus généralement. Je pense aux écrits de Georg Lukács, de Lucien Goldman, plus tard, dans les années 50 et 60 en France, etc., qui tous traitent en détail de ces sujets. Bon, et bien, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est que fond vers, comment dire, disons, dans la seconde moitié du siècle, de Flaubert jusqu'à Maupassant, jusqu'à d'autres, en allant particulièrement vers ce qu'on appelle les poètes et les écrivains de la décadence. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Cette subjectivité, elle se morcelle, elle se craquelle, comment dire, elle vit le temps à l'envers. Oui, c'est oui, comment dire, le titre d'un roman de Jérôme Huysmans, à rebours, par exemple. Bon. Et donc, si le début du XXe siècle est l'apogée de la production romanesque dans toute l'Europe, je pense aux Russes, je n'ai pas besoin de les énumérer, je pense aux Français, et par exemple à André Gide, à Marcel Proust, etc. Alors du côté allemand, vous avez tout un éventail d'immenses auteurs romanesques, de Thomas Mann jusqu'à Kafka, jusqu'à Robert Musil, l'auteur de L'homme sans qualité. Et puis nous avons Hermann Hesse. Hermann Hesse est très proche de Thomas Mann d'ailleurs, dont il est l'ami personnel. Donc, Hermann Hesse est un des grands témoins de cette crise du roman, des grands témoins, un analyste de premier ordre, et au fond, il est parmi ceux peut-être les plus précis, les plus aigus. Il est un des, comment dire, il est l'explorateur aussi d'une issue à cette crise de la subjectivité, à une issue et voilà, et peut-être à une tentative de guérison de ce moi. Et c'était donc ce sujet-là qui m'a occupé pour venir vous en parler aujourd'hui. Peut-être que le moment est venu de voir si ceci va lire. Ah, donc c'est ici. Oui, c'est ici. Alors, bon. Si c'est ici, comment va-t-on faire? Bon, on va déjà voir. Si... derrière toi, Casio, ça aurait été mieux peut-être là-bas. Oui, je peux me mettre dans. Mais oui, c'est-à-dire, je peux me mettre sur. C'est-à-dire, il faut que je vois à la fois ce qui se passe sur l'écran. Voilà. Et que je ne vous tourne pas non plus. Je dis ça parce qu'effectivement, là, on a une fragmentation. Oui, parce que là, et puis là aussi. Au moins ici, c'est à peu près unifié. Donc c'est quelques bandes. C'est un peu mieux. Pas terriblement. Pas au plafond, oui. Bon. Là-bas, c'est très loin. Bon.
devient de plus en plus grand sur Ah oui, bah oui, ça c'est l'effet inestimable. Ouais, ah, voilà. Plus on s'éloigne, et plus Oui. Ah bien là, plus le format augmente. Voilà, c'est mieux. tellement ça va faire. C'est très beau là. C'est assez suprématiste. Voilà. Il y a énormément de mouvements dans les, Eh oui, c'est ça. dans les romans de Hesse. Ah voilà. Voilà, bravo. Voilà. Bon, donc c'est stabilisé. Oui, là, c'est On stabilise un peu. ça fait un peu. On va mettre un peu. Ça devrait aller. Mais alors ceux qui sont tout au fond, là, sont vraiment pénalisés. Hein. C'est bien ici alors. Vous retournez. C'est simple, on peut retourner nos chaises ou il y a des... Oui, mais, Ils sont là. on peut venir par ici. Hein. Déplacez-vous alors. Déplacez-vous. Un peu de sens pratique, levez-vous. Et là, ils sont en... Maintenant, on va voir des collections d'images Restez là. de la peinture de Hesse. Venez là, de toute façon. On est sur Avancez, on cherche ils sont derrière les... Il n'y a pas de dragon, je l'ai pris juste ce Oui, côté-là. c'est ça. Ceux qui sont tout au fond On s'adapte. seront venus presque pour rien. Vous levez un peu. Ah, voilà, voilà. Ah, Ça commence par les langues. Oui, ouais, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'on les ait. Et puis, qu'est-ce que c'est ça? voilà. Bon, J'ai une partie de la lumière peut-être. peut-être une intro, oui. Voilà. Bon, alors, peut-être qu'il ne faudrait pas, maintenant qu'on sait que ça va, est-ce que ça peut être plus précis? Est-ce qu'on peut jouer sur la précision? Voilà. Voilà. Bon. Voilà. Bon. Eh oui. Oui, parce qu'évidemment, plus le format s'agrandit, Et oui. et voilà, et plus on peut perdre de la précision. Mais ça fait rien. Ah, bon. Voilà. Est-ce que maintenant, alors, il faut que je vienne regarder sans rien bousculer. Il faut que je vienne regarder. Est-ce que tu as tout le programme? Oui. Voilà. De cette clé. Voilà. Voilà. Peut-être sur. Attends. Genre, à mon avis, là, tout est contenu là-dedans. Normalement. Voilà. Alors, il faudrait à la fin, tout à fait à la fin, parce que je crois que c'est arrivé. Voilà, oui. Voilà, stop. Voilà, bon, hop, voilà. Et on attend que je puisse un peu entrer dans le sujet, sinon tout va se faire dans le désordre. Qu'est-ce que c'est? Donc, oui, bon, on n'a qu'à le laisser là-dessus. Voilà, on laisse là-dessus pendant un moment. Bon, voilà. Il n'est pas de la même couleur. Hein. Ici et là, il n'est pas de la même couleur. Oui, on peut. Voilà. Non. Tu peux le laisser. Laisse-la. Voilà. Donc c'était la vision de rêve numéro 1. Hein. Reprenons-la. Et puis voilà. Pendant que j'expose, c'est pas grave qu'on la voit. Donc on peut effectivement la voir, bien que. Voilà. Même si c'est un peu une tête cauchemardesque. Tu peux mettre la tête, hein. Tu peux la monter? Oui. Tu la présentes alors. Voilà. Bon, et bien puisqu'elle est là, on l'a. Voilà, elle est un tout petit peu grande, mais bon. Et pas la même teinte. Eh bien sûr, j'anticipe un peu sur tout ce que je voulais montrer. Et voilà, comment appeler ça, bon, d'abord, ça donne un titre. Le titre a d'ailleurs été donné par Hermann Hesse lui-même. Et nous sommes en 1917. 17, 18,
je pense encore 17, et c'est une vision de rêve. Bon, dire qu'il s'agit explicitement d'un autoportrait est un tout petit peu, comment dire, excessif. C'est à la fois lui, pas lui, c'est lui qui s'est vu à travers un cauchemar, car nous sommes en 1917 et c'est une période particulièrement troublée, vous le devinez en général, et pour des raisons tout à fait personnelles et intimes, c'est une période terrible pour Hermann Hesse. Et de toute façon, ça lui ressemble. Il a simplement aggravé son cas. On pourrait dire très, très schématiquement. Voilà. Vous avez la tête sur l'internet, faites Hermann Hesse et vous verrez sa tête avec un chapeau, c'est tout à fait lui. Voilà. Mais on peut faire circuler aussi ce catalogue, puisque c'est de ceux-ci que je l'ai pris. Bon, alors, puisqu'on a commencé à dire 2-3 mots dessus, cet exercice, disons, d'auto-représentation, un peu, disons, à moitié imaginaire, lui a été inspiré par un thérapeute, un psychanalyste, chez lequel il se rend pour des séances. Bon. Et vous pouvez peut-être deviner aussi que sur le plan artistique, c'est tout de même très, très primitif et très élémentaire. Bon. Ce qui nous montre tout de suite que... Ça ressemble un peu à ce que Schoenberg avait appelé vision lui-même. Exactement. Oui. C'est un peu approchant, c'est pas... Oui, exactement. Alors les visions, les visions de Schoenberg, effectivement, si certains d'entre vous se sont rendus à l'exposition, les visions de Schoenberg sont antérieures, effectivement, d'une bonne dizaine d'années. Hermann Hesse ne leur doit rien. Rien du tout. C'est tout à fait indépendamment de cela. Mais le rapprochement n'est effectivement pas du tout forcé, puisqu'au fond, l'esthétique, disons l'esthétique globale, le climat esthétique est le même. Or, je pense bien que Hermann Hesse, de l'endroit où il est, qu'il vit en Suisse, à cette époque, n'a guère connaissance ni de la musique de Schoenberg et sûrement pas, je pense, et sûrement pas des exploits picturaux de Schoenberg. Mais effectivement, le rapprochement est intéressant. Voilà. Alors on pourrait tout de suite dire que qu'est-ce que ça signifie, cette tentative d'autoportrait de la part de quelqu'un qui en plus est très très maladroit, disons, à cet exercice, on le voit ici. Eh bien, c'est que justement, pour ce romancier, qui à l'époque est d'ailleurs déjà bien connu, qui jouit d'une bonne renommée, même si cette renommée est controversée, et que Hermann Hesse s'est déjà fait beaucoup d'ennemis, et bien pour ce romancier, justement, tout l'intérêt au fond de notre questionnement consiste en ceci. En quoi cette tentative de s'exprimer par un autre biais que l'écriture nous renseigne-t-elle sur l'œuvre de Hermann Hesse en général et sur, comment dire, quels mécanismes psychologiques, psychiques sont en marche dans
dans ce transport, hein, d'un mode d'expression à l'autre. Ça n'est plus un phénomène rare, hein, que cette double, comment dire, ce double talent, hein, chez un écrivain. Il y a des musiciens qui se font peintres, pas mal de romanciers, disons, beaucoup d'études ont été consacrées à ça, pas mal de romanciers, poètes se sont exercés disons, à se faire dessinateur ou peintre. Il y a des exemples très célèbres dans ce domaine-là. Et donc, c'est une question qui m'occupe depuis longtemps. Que se passe-t-il dans dans cet exercice d'un second mode d'expression chez un écrivain ou un artiste? Donc voilà les questions que pose ce portrait. Avant même d'entrer dans l'étude des moyens, du talent et de l'objectif de tout cela. Si je reprends sur Hermann Hesse en général, Hermann Hesse a eu une diffusion absolument énorme à partir de quelques grands romans qu'il a écrits dans les années 20, dans les années 30, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est adulé, universellement fêté et célébré. Je passe, oui, sur les phénomènes, culturels et les gloires. Il reçoit un prix Nobel de littérature en 1946, et c'est le moment d'ailleurs où il se retire beaucoup de la scène et engage sa retraite. Mais il continue à être beaucoup lu, et un moment particulier de l'histoire qui nous concerne, nous particulièrement, nous autres Vincennois, c'est qu'à la fin des années 60, notamment après l'essor des mouvements de contestation culturelle qui partent des États-Unis, qui traversent la France, l'Angleterre, l'Europe entière, c'est le mouvement, disons, il y a eu cette très belle exposition au Centre Pompidou à l'automne, le mouvement de contestation de la Beat Generation. Et effectivement, j'ai retrouvé dans une quantité de motifs, de sujets qui nous occupaient beaucoup. Et dans les années 67, 68, jusqu'au début des années 70, les romans de Hermann Hesse s'arrachent, sont lus partout, dans toutes les langues. Et l'un particulièrement fait beaucoup parler de lui, c'est le roman qu'il a écrit au tout début des années 20, c'est-à-dire Siddhartha. Siddhartha, donc qui est un prénom indien, et qui reprend au fond toute la question de que peut nous communiquer la sagesse hindoue, en quoi est-elle transposable, applicable dans nos régions, que peut-elle nous apporter dans le climat de crise et d'exigence de grands changements sociaux et même de révolution. La question tournait beaucoup
autour de, en tout cas chez nous, hein, dans le mouvement étudiant et le mouvement social de l'époque, autour de ceci, la révolution doit-elle se faire à partir des conditions sociales, économiques, ou faut-il commencer par une révolution personnelle? Est-ce que la révolution des esprits, des subjectivités est la condition nécessaire à une future révolution sociale? C'était des questions qui pouvaient nous occuper indéfiniment. Quelle est la date de sa mort exactement? Oui. Alors, Hermanès, oui, il faut préciser les choses. Tu me demandes la date de sa mort. Il meurt en juillet 62. Ah, 62. 62. Donc, c'est une gloire posthume, alors. Elle est posthume, c'est ça. Oui. Donc, en juillet 62. Et très vite, hein, dans les années qui suivent, l'éditeur Zurkamp, etc., rassemble ses écrits, son immense correspondance, et donc les textes deviennent tous disponibles à partir du début des années 70. Mais Thomas Mann était mort avant. Oui, Thomas Mann est mort quelques années avant, déjà en 55 par là. 55. Bon. Hermanès a 85 ans au moment où il meurt. Il est né en 1877, c'est-à-dire qu'il a 2 ans de moins que Thomas Mann, 2 ans de moins que Rainer Maria Rilke. Il a 3 ans, non, même pas, 2 ans de plus que Paul Klee, et il précède de très très peu d'années la génération expressionniste, dont la naissance est datable dans le début des années 1880, de 80 à 90. Bon. Donc il fait partie encore de ces grands romanciers un petit peu antérieurs à la grande révolution artistique de son temps. Bon, et au fond, quel est le grand message je reviens à ce roman Siddhartha, quel est le grand message de ce texte? Siddhartha, donc, au fond, c'est l'histoire de ce jeune homme, disons d'un milieu aristocratique, et qui, à la fin de l'adolescence, éprouve une immense, comment dire, insatisfaction, un immense dégoût de la vie qu'il mène jusque-là, qui lui paraît vaine, improductive, inutile, et il se décide à devenir un chercheur, un marcheur, un explorateur, un brahman. Voilà. Bon, se dépouille de tout, veut vivre de rien au jour le jour. Et donc, c'est une grande rupture, voilà, avec son milieu. Bon, il erre pendant quelques années, devient sage, apprend à manquer de tout, jusqu'au jour où, ayant fait à peu près le tour de ce mode de vie, il revient vers les humains et va refaire son éducation, à la fois son éducation amoureuse, son éducation professionnelle, où à peu près tout, absolument tout lui réussit, mais cette réussite ne l'intéresse pas. Il est à la fois parfaitement efficace et en même temps parfaitement indifférent à l'argent qu'il gagne, tout cela. Et donc cette vie sociale, disons, réussie, brillante,
qu'il connaît, eh bien, il va s'en détacher également. Entre-temps, d'ailleurs, il a eu, avec disons une courtisane de haut luxe, il a eu un enfant, mais ne le connaît pas. Disons, la naissance de cet enfant coïncide avec son nouveau départ vers la solitude. Et là suivent de très très longues années de solitude qui vont être les réelles années de sa formation à la sagesse. Et cette formation, cette fois-ci, va venir par les créatures les plus humbles, les plus marginales, et pas seulement par des humains, mais également par son écoute de la nature et des grandes forces de la nature. Donc voilà Siddhartha. Et le bonheur de Siddhartha, finalement, va consister à se trouver lui-même. Au fond, la grande question, et qui va occuper Hermann Hesse tout au long de son existence, c'est d'abord réaliser son désir, mais non pas simplement ses désirs immédiats, temporaires, mais à travers ces désirs-là, la grande question est comment se trouver soi-même. Bon, cette question aujourd'hui, elle est tellement galvaudée. Il faut d'ailleurs faire attention, n'est-ce pas, parce que se trouver soi-même qui traîne partout, vous avez quantité de recettes que vous trouvez dans toutes les revues aujourd'hui sur se trouver soi-même. Alors, donc ne confondons pas, ça n'est pas une apologie de l'individualisme. L'individualisme, oui, est une première condition de ce chemin vers soi-même, mais elle n'est pas le but, parce que ce qui importe pour Hermann Hesse, c'est se connaître. Se connaître et surtout comprendre que pour cela, il s'agit de... Voilà, comment dit-il, lorsqu'il écrit à des étudiants, à des quantités de personnes qui viennent le solliciter, demander son avis, il leur répond en général, voilà la grande question, prenez-vous vous-même au sérieux? Étrange, cette formulation un peu, il faut la replacer dans son contexte, parce que ce qui domine dans les années 20, dans l'espace culturel allemand, ce sont au contraire les injonctions à retrouver des communautés d'action, des bannières, et toutes sortes au fond de formes d'enrégimentement. C'est comme ça que je veux qualifier la chose. Bon, il s'agit de rejoindre soit les grandes associations et mouvements, soit communistes, soit socialistes, soit malheureusement aussi très souvent d'extrême droite, et même déjà pré-nazi. Mais en tout cas, le chemin du repli, de la retraite, et bref, de se prendre soi-même au sérieux est le plus rare, est extrêmement rare. Et donc lorsque beaucoup viennent lui dire, vous qui avez l'expérience, parce que donc à cette époque-là, c'est quelqu'un qui a dépassé la quarantaine, qui va même vers la cinquantaine, et lorsqu'on lui demande conseil, oui, connaissez-vous d'abord, ne connaissez d'autres lois que la vôtre. Et il leur propose un chemin extrêmement difficile, car
tout le monde cherche un guide. Bon. Et Hermann Hesse leur dit, mais non, je ne serai pas votre guide. Je vis à l'écart. D'abord, je suis en Suisse. Je vis comme un réprouvé, comme quelqu'un qui a rompu avec beaucoup d'amis et qui s'est au contraire fait énormément d'ennemis. Donc non, je ne peux pas être votre guide. Je peux vous accompagner. Je peux être votre grand frère dans votre chemin difficile, mais jamais vous n'aurez de ma part de directive. Bon. Alors, si on se replace dans ce contexte en général, il est, et particulièrement en Allemagne, hein, qui est un pays de, où il faut retrouver des cases, des grandes formations, des communautés, où il faut, où une sorte de conformisme et de silence d'une voix intime est plus que recommandé. Là-bas, c'est vrai, la solution du conformisme est ce qu'il y a depuis tant de temps, puisqu'au fond, la première chose que chacun désire, c'est faire la paix avec la société. Bon. Or, cela n'a pas marché pour Hermann Hesse. Ça n'a pas marché pour des quantités de raisons. Par exemple, la scolarité de Hermann Hesse a été une catastrophe. Et donc, ça a été pour lui un handicap vraiment qu'il a suivi très très longtemps. Cette scolarité catastrophique est largement due au fait que quelque chose à l'intérieur de lui est révolté. C'est d'abord une révolte contre la famille, contre une famille extrêmement rigide. J'aurai peut-être l'occasion de développer un peu tout à l'heure les raisons de cette éducation rigide, et donc une révolte intérieure qui est à l'origine d'une tension extrême chez ce jeune homme entre un milieu extrêmement rigide et les désirs contrariés de sa personne. Et au fond, donc, son écriture de très très bonne heure va être le terrain d'expression de ces tensions. C'est une œuvre extrêmement tourmentée, violente, et d'ailleurs c'est cette violence-là qui précisément a fait l'intérêt des générations qui se sont succédées. Alors, au fond, quelle a été ma façon de procéder lorsque ce sont des choses qui remontent à l'été dernier, disons dans mes explorations de bouquins, je me suis passionné pour un de ces romans, d'ailleurs les plus célèbres, qui s'appelle Narcisse et Goldmund. Je me remets à lire ce texte, comme ça, pour le plaisir, dans la chaleur de l'été, et puis je me dis tout de même, vraiment, Hermann Hesse mérite qu'on s'y intéresse de nouveau. Et puis je me souviens d'un certain nombre d'exercices picturaux qu'il avait fait, en me disant tout de même, ça n'est pas si... ça n'a pas d'intérêt, c'est pas si négligeable. Je
je n'avais que peu d'exemples qu'on trouve sur les cartes postales. Et je découvre, disons, à l'automne, que loin d'être quelque chose d'annexe, cette œuvre picturale est énorme, est très abondante. Elle est très très peu connue en France. C'est une misère, à part les quelques cartes postales que je trouvais dans les librairies. Il n'y avait rien là-dessus. J'explore un peu, je vais sur des moteurs de recherche, et puis je m'aperçois qu'en Allemagne, en Suisse, il a fait l'objet d'expositions nombreuses, qu'il y a des centaines et des centaines de travaux d'aquarelle, dont certains méritent tout à fait l'intérêt. Il a été exposé. On lui a consacré des colloques il y a quelques années en Suisse. Et d'ailleurs, ceux qui circulent, là, ce que vous avez là en ce moment, il y a quelque part, le catalogue, oui, est le résultat d'un grand colloque qui a eu lieu à Berne sur cette œuvre peinte. Bon. J'entre dans cette œuvre peinte. Voilà. J'entre dans cette œuvre peinte et à partir de ce moment-là, je demande à René qu'est-ce que tu en penses, etc. René me dit voilà, quel courant artistique te semble comment dire s'exprimer à travers ces travaux. Bien sûr, nous sommes en plein dans le domaine, dans l'esthétique expressionniste. Cette esthétique expressionniste, c'est un programme pas seulement artistique, mais un questionnement esthétique et toute une philosophie de l'art qui sont contenus dans tout ça. Bon, peut-être que c'est le moment. Voilà, bon. Alors, voilà. Les choses commencent donc. Voilà, bon. On circulera quand ça sera nécessaire entre les écrits romanesques et ces travaux. Bon. Alors vous aviez la première vision de rêve tout à l'heure. Bon, cette première vision de rêve qui était qui a été faite sous l'impulsion d'un psychanalyste qui s'occupait de lui. Alors, deux mots quand même, pas là-dessus. Les choses se passent, et donc dans cette Suisse, comment dire, bien protégée, cette Suisse bien protégée des conflits, de la guerre mondiale, etc. Bon, bien protégée, oui, deux mots quand même là-dessus. Pourquoi Hess en est protégé? C'est qu'il a tout à fait été volontaire pour partir en 14. Bon, simplement, au Conseil de révision, on s'aperçoit qu'il ne voit pas grand-chose. Bon, et donc, on n'en veut pas, quoi. Il est déclaré inapte au service. Bon, cette inaptitude ne va pas empêcher qu'il va fournir sa contribution pendant toute la guerre. Il entrera dans une, comment dire, dans l'administration pour le secours aux prisonniers allemands sur les divers fronts. Donc il n'est pas inactif et pas indifférent à ce qui se passe. Ça n'empêchera pas ses contemporains de dire oui, de le traiter de tous les noms, de le traiter de planqué, de traître, à la patrie, etc. Parce qu'en même temps, Hermann Hesse est parmi les grands pacifistes de l'époque. Il fallait beaucoup de courage pour être pacifiste à l'époque. Ils n'étaient pas très nombreux. On citera en France, on a Romain Rolland, un Régide, Roger Martin du
Bulgares, pas grand monde, et en Allemagne, ils sont encore beaucoup moins nombreux. Il faut dire que les pacifistes sont en général pourchassés, enfermés, emprisonnés. Hermann Hesse y échappe parce qu'il est justement, il habite la Suisse depuis d'ailleurs avant les débuts du conflit. Donc Hesse est en Suisse. Vous croyez qu'il est bien protégé? Ça n'est pas le cas, parce que quand même la vie est extrêmement dure pour lui là-bas. Elle est dure sur le plan économique, il a beaucoup de mal à travailler, à gagner un peu d'argent, il a une famille dont il s'occupe mal, il est vrai, il a 3 enfants, il a une vie, et il a donc une vie familiale qui lui pèse parce qu'elle est complètement contraire à son, comment dire, à son expression artistique, et il vit extrêmement mal cette tension entre ces deux existences. Mon Dieu, il est loin d'être le seul, hein. Mais d'autres, si je pense à Thomas Mann, si je pense à Paul Klee, à d'autres, oui, d'autres la vivent de manière beaucoup plus harmonieuse. Bon, pour lui, c'est très difficile. À cela s'ajoute un autre fait, c'est la fragilité, disons, de l'état psychique de son épouse, qui est un facteur de complications et de problèmes épouvantables. Elle est au bord de la schizophrénie, et dans les années 1916, elle est internée, je crois, pour très longtemps, sinon pour toujours, mais il la perd de vue après, parce que tout ça finit par un divorce. Donc, il y a des tensions personnelles qui sont énormes, qui sont monstrueuses. À peu près dans le même temps où sa femme entre donc dans un hôpital psychiatrique, où il est donc seul à s'occuper de ses 3 fils, eh bien, il est victime lui-même d'une très grave dépression, fait des séjours également en clinique, et là, c'est une époque où il n'est pas loin, disons, enfin, les pulsions, les suicidaires sont très très fortes. Ça le conduit donc dans le cabinet d'un psychanalyste. Psychanalyse à l'époque. Vous savez, c'est une chose, donc dans la 2e décennie du siècle, c'est une chose qui est tout de même limitée à un milieu très cultivé, souvent argenté. Pour lui c'est pas tout à fait le cas. Donc c'est assez réservé, bon, si vous voulez, bref, à un milieu extrêmement restreint. En plus, nous sommes en Suisse. Bon. Vous savez très bien, bon, la Suisse, ça n'est pas bien loin de l'Autriche, mais en même temps, c'est tout de même extrêmement loin. Bon, donc, à Vienne, c'est Freud. Et puis tout le séminaire, tout le cénacle, tout le cercle de Freud, qui entend bien avoir un monopole de la science, de la pratique, de la psychanalyse. Or, un élément extrêmement brillant parmi tous ceux qui ont fait partie du cercle de Freud, vous le savez sûrement, un des éléments particulièrement brillants, c'est Carl Gustav Jung. Sauf que, disons vers la fin de la première décennie, les choses vont de plus en plus mal entre Freud, donc le père du mouvement, et un de ses plus proches et prometteurs disciples, Carl Gustav Jung, qui prend une direction très différente. Et donc Jung va lui aussi fonder une tendance qu'il va appeler au fond la psychologie analytique, et dont il va devenir le grand praticien
dans une clinique de Zurich, hein, qui est la clinique du Burg Hölzli, bon, où passent beaucoup de grands intellectuels, d'artistes et de grands noms de la psychiatrie. Bon, je dis ça entre parenthèses.